À la une ce soir, spectaculaire incendie d'une maison la nuit dernière au Lamentin. Au lieu-dit quartier mêlé, une habitation est littéralement partie en fumée. Aucune victime à déplorer, mais la locataire a tout perdu. Et des seniors partent en vacances pour la première fois. Grâce à l'initiative de l'EHPAD Résidence Florée à Saint-Esprit, 8 pensionnaires passent 4 jours de détente à Sainte-Luce. Des vacances à la rentrée, il n'y a qu'un pas. Pour de nombreuses familles, l'heure est à la réinscription de leurs enfants à la cantine et en garderie. La Caisse des écoles de Fort-de-France vient de réouvrir ses services. Gros plan dans ce journal sur 2 nouveaux sports nautiques stars de ces vacances. Depuis leur arrivée aux Anses d'Arlay, le step paddle et le pédalo à assistance électrique font fureur. Nous verrons pourquoi. Enfin, ce soir, nous recevons Imanié Dalila Daniel. L'auteur nous présentera son premier roman, Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres. Tiré d'une histoire d'amour vraie entre 2 esclaves, nous reviendrons sur un pan de notre histoire 10 ans avant l'abolition de l'esclavage. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition que vous pouvez également suivre en direct sur Facebook. Et on débute donc par cet incendie spectaculaire qui s'est produit la nuit dernière au lieu-dit Chemin Mêlé au Lamentin. Les flammes ont entièrement ravagé une habitation. Fort heureusement, pas de victimes à déplorer. La locataire de la maison n'était pas présente au moment du sinistre. Malgré l'intervention rapide des pompiers, elle a tout perdu dans l'incendie. Guy Raphaël René s'est rendu sur les lieux ce matin. Il est environ minuit quand le feu se déclare dans le quartier, dans une maison en bois. Alertés par un habitant, les pompiers prennent rapidement en main l'incendie et finissent par le maîtriser au bout de 3 heures d'intervention. Ce matin, certains riverains sont venus constater les dégâts. Hier soir, on ne pouvait pas trop accéder. Donc on a dit, bon, demain matin, on va essayer de passer voir ce qu'il y en est, comment l'état de la maison et tout. On a vu les flammes depuis le chemin là-bas. Donc on s'est arrêté, on est resté regarder ce qui se passait et tout. On a vu les pompiers passer, les forces de l'ordre et tout. Donc on est resté un bon petit moment là où en train de regarder. Les flammes étaient intenses. Ah oui, ça a été impressionnant. Pour Gaudi qui était là, c'est printemps peut-être en plus. Hein. Juste à côté, Rosemary, la voisine immédiate, alors endormie, n'avait aucune idée de ce qui se passait à quelques mètres. Les flammes étaient proches de sa maison. Selon elle, son climatiseur serait hors d'usage. C'est la police qui m'a réveillée et j'entendais beau sur la porte. Je disais mais c'est pas un cauchemar. J'entendais c'est la police. J'ai eu très peur et j'ai pensé à ma maison et à un moment donné le monsieur me dit que votre maison va prendre feu et les pompiers ont eu le temps d'arriver de justesse. Revenue sur les lieux ce matin, la locataire de la maison et ses 2 enfants n'étaient heureusement pas présents hier soir. Ce matin, elle découvre son logement complètement ravagé. Là, c'est ma chambre, ce qui reste de ma chambre. Et puis devant le matériel d'onglerie, où je faisais mon petit espace d'onglerie, voilà. Au départ, quand je suis arrivée vers 1h30 du matin, on m'a dit qu'il y avait une fuite d'eau derrière la maison, au niveau de la salle de bain. Et quand je suis allée chez les sapeurs-pompiers ce matin, ils m'ont dit que c'était au niveau de la cuisine. Que ça avait démarré. Que ça avait démarré au niveau de la cuisine. Et après, ça s'est répandu dans toute la maison. Dans toute la maison. Et vu que c'est une maison en bois, donc voilà. Depuis janvier 2017, la législation française impose aux particuliers et propriétaires d'installer des détecteurs de fumée dans leurs habitations afin de prévenir les pertes humaines. Il n'y a pas d'instincteur, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Le détecteur de fumée non plus, il n'y en a pas. Je sais que c'est quelque chose qui devrait être dans les normes. C'est une maison où j'ai aménagé, ça fait à la fin du mois, il fait 2 mois que je suis là. Je suis entrée le 1er juillet. Pour le moment, l'origine exacte du feu n'a pas été déterminée. Une enquête est en cours d'instruction. Une nuit particulièrement marquée par les incendies, donc aux alentours de 23h, c'est une autre habitation dans le bourg de Saint-Pierre, cette fois qui est partie en fumée. Le feu serait parti de la voiture située dans le garage, qui se serait ensuite propagé au reste de la maison. Les pompiers des casernes de Saint-Pierre et de Casse-Pilote ont dû intervenir pour maîtriser l'incendie. Cette initiative à présent, parce qu'il n'y a pas d'âge pour partir en vacances, l'EHPAD Résidence Florée à Saint-Esprit a organisé un séjour les pieds dans l'eau pour quelques-uns de ses résidents. C'est une première. 8 pensionnaires profitent de 4 jours de repos bien mérités à l'hôtel Pierre et Vacances de Sainte-Luce. Une façon également de rompre avec le quotidien. Loïc Régis les a rencontrés. Regardez. Thérésine vit un rêve éveillé. À 89 ans, elle profite de vacances qu'elle n'a jamais connues. Les pieds dans l'eau, le petit déjeuner copieux. Cela fait du bien de quitter l'EHPAD.
Pour mon âge, c'est la première fois que j'ai rentré dans les piscines. Je n'ai jamais baigné dans les piscines. J'ai déjà baigné dans la mer, mais pas piscine. Mais je suis tellement heureuse de ça que j'ai fait aujourd'hui. Ça change un petit peu de l'EHPAD, bien qu'on soit très bien à l'EHPAD. Nous sommes dans un petit appartement, mais aujourd'hui, on a l'air libre. L'appel du grand air bénéfique en ce mois d'août. Les résidents jouissent d'une plus grande liberté qu'à l'accoutumée. L'équipe d'encadrants, composée de 6 personnes, est toujours là pour l'accompagnement quotidien. La distribution des médicaments, la réalisation des pansements. Après, il y a aussi les soignants, donc les aides-soignants et les AMP qui sont là 2 jours et 2 nuits pour les aides à la toilette, pour les aides à la douche. Et puis aussi, comme vous avez pu le voir, pour l'accompagnement à la piscine, ça nécessite un matériel adapté. C'est une première pour les membres de la résidence Floréa Saint-Esprit. Un pari tenté par la direction de l'EHPAD. 8 personnes âgées entre 56 et 99 ans font partie de l'aventure. Profiter des moments, en tout cas des sensations passées. Ce n'est pas parce qu'on est personnes âgées qu'on n'a pas la possibilité de profiter des moments de détente, de moments de plaisir entre eux et puis avec d'autres personnes également. L'hôtel a tout à fait compris pour qui et pourquoi on faisait cela. Donc pas de difficultés particulières ni avec l'hôtel ni avec nos partenaires. Changer de cadre de vie et sortir du milieu médicalisé. Pendant 4 jours, les résidents de l'EHPAD se sont délestés de leur dépendance et ont croqué au bon goût des vacances. Des vacances à la rentrée, J-10 avant le retour en classe. Pour de nombreuses familles, l'heure est aux inscriptions des enfants à la cantine et à la garderie. À Fort-de-France, la caisse des écoles a repris du service. Et vous allez le voir, les files d'attente ne désemplissent pas. Un reportage d'Alvin Courcy. Ce matin, il y avait foule aux inscriptions de la caisse des écoles. En liquide, en carte bancaire ou par Internet, chacun est venu choisir son mode de paiement. J'ai choisi le prélèvement mensuel. Donc comme ça je suis tranquille, c'est prélevé tous les mois. Et donc au niveau pour les 2 enfants, ça me revient à peu près grosso modo une centaine d'euros par mois. Je lui donne en espèces tout de suite. Or que si je paye par carte bancaire, le temps que l'argent soit sur mon compte, c'est pas tout de suite. Depuis avant-hier, il est conseillé aux parents des 7500 élèves de Fort-de-France de s'inscrire en personne avant le milieu de la semaine prochaine. Une fois cette démarche effectuée, tout a été pensé pour simplifier les démarches. Le paiement est possible désormais en ligne. Donc les parents vont sur le site de la ville, pour cela ils ont reçu un code d'accès avec l'adresse du site pour pouvoir définir les jours de repas des enfants et payer en conséquence. Pour celles et ceux qui auraient du retard sur les paiements de l'année dernière, pas de panique, il est encore temps de régulariser sa situation. Ces retards sont de plus en plus fréquents, dû au fait qu'il n'est plus possible de payer directement à l'école. Aujourd'hui, on paye en ligne, ou on paye sur des sites bien moins nombreux que ceux qui étaient auparavant. Auparavant, les régisseurs allaient sur les écoles et désormais, nous ne souhaitons pas faire pénétrer dans les écoles des adultes qui ne sont pas convoqués régulièrement par la direction pédagogique. Et donc, nous avons défini un certain nombre de sites où les parents peuvent payer. À Fort-de-France, 85% des élèves sont inscrits à la caisse des écoles. Il est possible de venir déposer ces dossiers tout au long de l'année, du lundi au vendredi. Cette mise en garde à présent concernant les Airbus de type A350-900. L'Agence européenne de sécurité aérienne a émis une directive d'urgence. Les compagnies aériennes qui exploitent ces appareils doivent prendre des mesures afin d'éviter des risques de surchauffe du système hydraulique. Air Caraïbes est la première et la seule compagnie française à exploiter ce type d'appareil. Mais pour l'heure, pas d'inquiétude. Dans un récent communiqué, la compagnie a précisé qu'elle n'avait jamais connu ce type de problème et a immédiatement mis en application les changements de procédure demandés. Aucun impact donc sur les vols Airbus. Ce chiffre, à présent, 59 940, c'est le nombre de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues en Martinique à la fin du mois de juillet, soit une augmentation de 0,4% sur un mois et de 2,2% sur 3 mois. Dans l'Hexagone, ce chiffre augmente de 1,5% sur 3 mois et de 3% sur l'ensemble de l'année.
Parlons culture à présent. À Saint-Joseph, l'association The Ethiopian World Federation Incorporated a fêté ses 80 ans d'existence aujourd'hui, l'occasion de commémorer nos racines africaines à travers l'art, la culture et le sport. Voyez les propos de l'une des exposantes et ceux de l'organisateur de la manifestation face à la caméra d'Alvin Courcy. Le fait de vendre ces produits, donc les faire sortir de l'Afrique pour les amener aux Antilles, voilà, c'est pour les faire influencer et ne pas oublier les racines, quoi. Le fait qu'il y a des Martiniques, des Éthiopiens en Martinique, en Guadeloupe, dans la diaspora, c'est pas un fait du hasard, c'est pas une fantaisie. Hein. On n'a pas choisi ça comme un plaisir. Hein. Donc il y a une histoire qui montre ça. Et cette histoire-là, c'est la colonisation. Et la colonisation, c'est la déculturation, c'est la sourification, etc. Nous-mêmes, avec cette organisation-là, on montre comme quoi qu'on n'a pas perdu nos origines et qu'on continue à disséminer notre culture pour montrer comme quoi que le paradigme qu'on nous avait imposé avec l'esclavage, la colonisation, tout ça, eh bien, on sort de ce paradigme-là et qu'on reste sur le nôtre, qui est l'Éthiopie. Et on va continuer à parler de l'un des pans de notre histoire avec notre invité. Faisons un bond en arrière, 10 ans avant l'abolition de l'esclavage. Paru en octobre 2016, Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres, relate une histoire d'amour vraie entre deux esclaves d'une habitation de Rivière-Salée en 1838. Depuis sa sortie, il rencontre un véritable succès. Imanié Dalila Daniel, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Donc vous êtes donc l'auteur de ce roman, c'est votre premier. Oui. Cette histoire, Victor Schellcher y avait déjà fait référence en 1840 dans 2 ans d'esclavage. Alors pourquoi avez-vous choisi de la remettre au goût du jour ? J'ai choisi de présenter aux Martiniquais cette histoire parce que c'est une très belle histoire et que nous n'avons pas dans la littérature martiniquaise d'histoire permettant de connaître la vie quotidienne des esclaves sur des habitations en Martinique. C'est justement ce que dit l'historien Armand Nicolas de votre ouvrage. Que je salue s'il nous regarde, parce qu'effectivement, c'est lui qui m'a fait observer que c'était la première fois que l'on parlait de ça dans un roman, dans la littérature martiniquaise. Mais je ne l'ai pas fait dans ce sens, je l'ai fait simplement parce que c'est l'histoire d'un homme, d'une femme qui sont ensemble. Et je réalisais avec une amie qui est Aneta Vete-Congolo que malheureusement dans notre pays, on a l'impression que les hommes sont de côté, les femmes de l'autre. Et en évoquant cette histoire avec elle, c'est elle qui m'a dit « mais il y a eu Zahir et Théophile ». Et quand je me suis intéressée à cette histoire, je l'ai trouvée sublime. Et je me suis dit eh ben, je vais raconter ça aux Martiniquais parce que c'est vraiment trop beau et il est dommage que nous ne la connaissions pas. Alors justement, sans nous dévoiler toute l'histoire, qu'est-ce qu'on apprend de plus à travers votre récit, justement sur la vie quotidienne de ces esclaves ? Vous savez, on ne connaît pas grand-chose de l'esclavage véritablement. Par exemple, on dit les esclaves, comme si c'était une masse informe de gens perdus dans le passé. Mais on oublie que chaque esclave était un homme, une personne, que chaque esclave avait des envies, des espoirs, des sentiments, une personnalité. Et on retrouve dans cette habitation des esclaves qui ont des aspirations, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Zahir et de Théophile, mais d'une centaine d'esclaves qui habitent sur cette habitation. Et ce qu'on apprend d'abord, c'est comment ils vivaient, parce qu'on ne sait pas du tout comment ils vivaient. Et puis j'ai découvert, pour raconter cette histoire, le contexte dans lequel la Martinique était en 1838, et c'était un contexte où les décisions qui ont été prises au Conseil colonial permettent de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça, ça a été une révélation pour moi de le découvrir. Et d'ailleurs, d'où mon titre, Pas de pitié pour les nègres, parce que j'étais partie pour écrire Les amants de la Rivière-Salée. Montrez-le-nous, voilà, oui, juste à la caméra qui est en face de vous. Avec voilà, beaucoup de plaisir. J'étais partie pour écrire Les amants de la Rivière-Salée, une histoire d'amour. Et quand j'ai découvert ce qui s'est passé en Martinique à cette époque, je me suis dit... Qu'est-ce qui, précisément, lors de votre enquête, vous a fait changer d'avis ? Eh ben, ce sont les découvertes dans les archives coloniales de ce plan absolument diabolique qui a été mis en place pour faire de nous,
jusqu'à aujourd'hui un peuple docile et consentant, qui peut tout accepter, qui a toujours peur de manquer, qui ne peut être solidaire que dans des cas de catastrophes naturelles, parce qu'il y a quelque chose qui tout à coup ressurgit de notre nature même, qui est cette solidarité qui était exercée sur les habitations. Et en fait, c'est cette politique qui a été menée d'anticipation de l'abolition qui était stupéfiante. D'ailleurs, il y a eu abolition, mais il n'y a pas eu libération. Tout le monde sait que les esclaves n'ont pas été libérés. On a décrété une abolition, mais ils étaient obligés de rester sur l'habitation. Ils ne pouvaient aller nulle part ailleurs. Donc, c'est une histoire où on se rend compte qu'on a l'impression que ce peuple d'esclaves a été piégé et que ce piège a été préparé longtemps en amont. Et donc, on comprend beaucoup de choses de ce que nous sommes aujourd'hui à travers ce qui s'est passé à ce moment-là. Et justement, avec votre roman, vous reposez la question de l'africanité. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on se définit aujourd'hui en Martinique par rapport à cette histoire? Bon, vous savez, il y a, je pense que, je vais vous donner mon opinion personnelle parce que je ne peux pas en une minute poser une problématique qui est nationale. Je crois que par rapport à ce qui nous est arrivé en Martinique, chacun aujourd'hui a le droit de définir ce qu'il est. Parce que nous avons été à un carrefour de civilisation. Alors, bien sûr, historiquement, nous avons des gènes, et nos gènes parlent. Nous avons des gènes d'origine d'Africains et puis d'autres cultures. Mais ceux qui ont des gènes d'Africains, ça se voit sur leur physique, sur la couleur de leur peau, etc. Pas toujours. On le doit, pas toujours. Mais il y en a, c'est tellement évident que c'est même pas, on se demande même pourquoi on se pose la question. Et si on se pose la question, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème d'identité. Donc, je crois que personnellement, je me définis en tant qu'afro-caribéenne, martiniquaise d'origine africaine, c'est mon identité. Je ne peux pas me dire créole, parce que créole, ça me choque. Créole, j'ai vu les créoles à l'œuvre dans les archives coloniales, et je ne peux pas m'associer à ces gens qu'on appelait créoles parce que c'était pas nous, c'était pas mes ancêtres. Donc je crois que chacun peut dire, si celui-là veut dire je suis antillais, il a le droit. Si celui-là veut dire je suis créole, c'est qu'il a des affinités avec ce monde-là, c'est son droit. Personnellement, je suis africaine martiniquaise. Je le dis, je le revendique depuis de très nombreuses années. Mais on appartient à la nation de laquelle on se sent le plus proche, c'est ce que vous dites vous-même. On appartient... écoutez, ma mère disait, c'est ça ou un main qu'a fait au bien. C'est ce que tu aimes qui te va. Et moi, la civilisation avec laquelle je me sens le plus d'affinité, c'est l'Afrique. Pour finir, très rapidement, je souhaiterais évoquer avec vous l'action coup de poing du MIR le 23 août dernier, date de la commémoration de l'abolition de la traite négrière chez nous. Des manifestants ont notamment brûlé le drapeau au serpent, symbole colonialiste selon eux. Vous en faisiez partie. Pourquoi ? C'était le 23 août, c'est la journée de commémoration de l'esclavage et de la traite. Oui, j'étais sur la savane ce jour-là, parce qu'il est indécent d'imposer aux descendants d'esclaves, particulièrement ceux qui se reconnaissent en tant que tels, de voir figurer sur les édifices publics et sur les uniformes des forces de police, de gendarmerie, de voir figurer le drapeau qui flottait sur les navires négriers, qui ont transporté pendant des centaines d'années nos ancêtres. Ce drapeau aux 4 serpents était le drapeau des esclavagistes. Je ne vois pas ce que cela a ni d'inquiétant, ni de choquant, qu'aujourd'hui nous puissions dire « ce drapeau ne nous représente plus ». Et nous ne souhaitons plus que ce drapeau qui a eu ses heures de gloire pendant l'esclavage puisse aujourd'hui représenter les hommes et les femmes libres que nous souhaitons être dans notre pays. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et je vous rappelle que Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres, est en vente dans toutes les librairies. Voilà, on peut le voir une dernière fois à l'écran. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous prendrons la direction de la Guyane. À Cayenne, la mairie tire la sonnette d'alarme concernant la diminution des contrats aidés.
Et puis dans votre JT des communes, nous reviendrons sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles du comportement. À Sainte-Luce, une association mise sur la réinsertion par l'art et la musique. Nous partons donc tout de suite en Guyane, je vous le disais, à quelques jours de la rentrée. À Cayenne, la municipalité s'inquiète suite à l'annonce faite par l'État concernant la diminution des contrats aidés. Jonathan Lariot. La ville de Cayenne aborde la rentrée scolaire avec des pincettes. Face à l'annonce de plusieurs réformes scolaires par le ministre de l'Éducation, la réalité de la ville capitale. Pour la rentrée 2017-2018, les classes de 12 élèves en élémentaire ne seront pas réalisables par les établissements du département. Nous avons 44 classes de CP. Nous n'avons pas la possibilité d'étendre les écoles terrain d'assiette, mise aux normes de mobil-homme, etc. Donc ça aurait été compliqué. L'autre idée a été de mettre des enseignants par classe, mais là c'est plus de la compétence du recteur. Donc, en tout cas, ça s'annonçait comme une complication. Au jour d'aujourd'hui, nous attendons les dernières recommandations pour savoir ce qui va être fait. Mais on peut quand même imaginer que sur la ville de Cayenne, il n'y aura pas de grands bouleversements, de grands changements. Nous pensons que les effectifs des classes de CP pour la ville de Cayenne resteront inchangés, c'est-à-dire 25 élèves par classe. Autre sujet phare de la rentrée, la semaine de cours. Il a été demandé aux différents maires de France de faire le choix entre maintenir les 4 jours et demi de cours par semaine ou de changer et passer à 4 jours. Si beaucoup de maires de Guyane optent pour la semaine de 4 jours, pour Cayenne, les choses sont bien différentes. La mienne, elle est particulière, hein. C'est la ville-centre, c'est la ville qui reçoit le plus d'élèves. La ville de Cayenne a fait le choix de garder le système des 4 jours et demi. D'une part parce que nous avons mis en place des activités périscolaires et je rappelle que c'est grâce à ces activités périscolaires que nous offrons en tout cas aux enfants de la ville dont les parents n'ont pas les moyens de les inscrire à des clubs de sport, des clubs culturels. C'est une opportunité pour ces enfants et c'est important pour la ville. Deuxièmement, nous avons formé en tout cas un bon nombre de personnels en BAFA. Et je trouve que non, enfin nous on est pour la réforme des 4 jours et demi. Une rentrée à contre-courant, régie par les spécificités du territoire guyanais. En Guadeloupe, à présent, au Gosier, 5 carbets ont été inaugurés aujourd'hui à l'entrée de la ville, en présence des élus locaux. Cette nouvelle installation devrait constituer un élément important de l'économie balnéaire de la commune. Reportage Patrick Uri, Moïse Dexter et Jacques Canval. Les fêtes patronales sont toujours pour les municipalités l'occasion d'inaugurer leur dernière réalisation. Ce matin, c'est le ruban de 5 carbets de 2 places chacun qui a été coupé et un discours économique offensif que la ville du Gosier a voulu délivrer. C'est une volonté de la ville, une volonté du maire d'accompagner les artisans et les petits commerçants. Comme vous le savez, la ville du Gosier, c'est une ville touristique, une ville nautique. Donc ces carbets se situent à l'entrée de la ville. Donc il fallait bien une petite couche de rénovation, de couleur, de gaieté et d'attractivité. Ainsi, la ville s'engage à accompagner les petits artisans et les commerçants avec l'aide des chambres consulaires dans un objectif de valorisation de leur production. On a beaucoup travaillé pour qu'on puisse renouveler ces carbets et je suis très satisfait. C'est que le début, puisque ça fait la vitrine de l'entrée du bourg, tout en sachant qu'il faut que les adhérents des carbets tiennent ces carbets-là toujours bien, soient bien présentés et qu'il y a des bons produits. Ça veut dire faire des visites assez souvent, que ces gens-là soient une famille, qu'il n'y a pas de déchirement. C'est comme ça qu'on pourra arriver à avoir quelque chose de bien. Reste à savoir si les usagers vont adhérer au projet au-delà de ces jours de fête. De retour chez nous, je vous propose de prendre tout de suite la direction de la mer. Ces vacances auront été l'occasion pour certains de découvrir de nouvelles activités nautiques, le step paddle et le pédalo à assistance électrique. Les 2 concepts sont arrivés chez nous début juillet et ils ont tout de suite remporté un franc succès auprès des vacanciers. Découverte sur la plage de Grand'Anse aux Anses d'Arlay avec Guy Raphaël René. Les 3 règles de sécurité, vous avez... Pour être sûr que votre pédalo et que l'assistance électrique est en route, la petite lumière bleue qui doit être allumée. D'accord? Un effleurement et elle s'éteint. Donc il faut être bien sûr qu'elle soit allumée. Le manche, toujours vers le bas. Sinon, votre hélice est hors de l'eau, vous n'allez pas pouvoir pédaler. Et être sûr aussi que quand vous vous attachez au bouée, que le pédalo est bien sécure et que c'est bien fixé.
D'accord les filles? D'accord. Bonne navigation. Merci. Quelques instructions avant de prendre le large pour Tara, Jamila et Illich. Aujourd'hui, les 3 copines découvrent le pédalo à assistance électrique, une nouveauté en Martinique. Comme il est électrique, du coup ça fait moins d'efforts. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop faire des efforts ou quoi, donc du coup c'est vraiment agréable. Et comme la plage, enfin, le cadre il est vraiment immense, du coup on a le temps, en une courte durée, de faire plusieurs spots. Ça nous coûte 90 €. Donc par toit, 30 € par personne. Donc c'est vraiment abordable. Là on est parti pour une durée de 3h30 pour faire un peu le tour, visiter un peu les petits coins. C'est vraiment magnifique, très beau, les paysages sont extraordinaires. Facile à piloter, le pédalo à assistance électrique est un produit made in France que Laurence et ses collègues ont lancé ici en juillet dernier dans le cadre de leurs activités d'écotourisme. Il n'y a pas d'énergie fossile, donc en fait il n'y a pas d'émissions de gaz. Et ce sont des batteries électriques qu'on recharge tous les soirs ou entre certaines rotations en fonction de leur usure. Et du coup le pédalo voilà, est totalement écologique. Il n'y a pas d'impact surtout au niveau sonore. C'est vrai qu'on a l'habitude de naviguer au milieu des tortues à grande anse et ça c'est quand même assez appréciable. Des pédalos qui partagent le plan d'eau avec les step paddle, une autre innovation en Martinique. Pour 25 €, les clients peuvent profiter d'1 heure de navigation en faisant un peu de sport. Vous avez un stepper intégré en fait en dessous des pédales. Du coup le pédalier il est dedans. Et du coup c'est un système en fait, il suffit de pédaler et on règle sa vitesse, on régule sa vitesse. C'est très simple d'utilisation. Vous avez un système, en fait, le guidon, il y a des petites manettes. Ce ne sont pas des freins, ce sont des directions qui sont liées au câble qui relie l'aileron, le safran. Donc en fait, quand on appuie à droite, on va à droite. Quand on appuie à gauche, on va à gauche. C'est très simple. Par contre, on ne recule pas, on ne freine pas. Donc on fait demi-tour. Un nouveau concept qui a déjà séduit les amoureux de la mer. Une façon de découvrir les côtes d'une toute autre manière, parce que quand on est dans l'eau, on n'a pas du tout la même vision. Quand on est juste au bord de la plage, les fonds sont très beaux. C'est un petit peu sportif, c'est bien, ça fait les jambes. C'est vraiment un des plaisirs que peut nous offrir notre île. Faire du sport et en même temps profiter du paysage. Après un mois d'exploitation, les 2 activités tournent à plein régime, notamment grâce à plusieurs blogueuses qui ont expérimenté les 2 produits. Disponibles exclusivement sur réservation, chaque jour les exploitants enregistrent une dizaine de rotations pour les pédalos. Le step paddle lui est sollicité sans interruption chaque jour, de 10h à 18h depuis le mois de juillet. Ok, deuxième personne. On prend tout de suite la direction de vos quartiers. Tout de suite, c'est le JT des communes. Et on débute par cette information pratique. Si vous souhaitez faire un don de sang, notez que le camion de l'EFS sera stationné demain samedi, place Savane à Rivière-Pilote, de 8h à 13h. Avant de refermer cette édition, nous vous proposons de redécouvrir notre reportage sur cette association à Sainte-Luce. Elle vient en aide aux personnes souffrant de troubles du comportement via l'art et la musique, une façon ludique et différente pour se réinsérer dans la société. Valérie Vincent et Hubert Bornil sont allés à leur rencontre. Regardez. On ne le dirait pas, mais on est en pleine zone d'activité à Sainte-Luce, en compagnie d'une association, mais plutôt une entreprise qui se consacre également à faire participer activement des personnes atteintes de la maladie de la schizophrénie. Alors ici, on pratique les arts, le tambour, la flûte, tout ça. Et parmi eux, il y a des intervenants. Beaucoup dans ce que fait là, ce qui a coupé, ça a fait m'oublier la vie. Ouais. Et c'est ça. Problème de la vie, quoi. Quand venir quand des copains qui font l'hôpital pour l'hôpital. Moi, je fais l'hôpital. Mais avant, je fais mes yeux, je fais mes crocs, je vais être encore. Comme Bertrand, les participants à cet atelier de musique souffrent de troubles touchant au mental. Bipolaires ou schizophrènes, l'atelier artistique leur offre l'opportunité de rompre l'isolement et d'emprunter les voies de l'insertion. Mon bien venu, c'est pour occuper comme du fait que j'ai une maladie, ma schizophrène, et que le docteur s'est conseillé, mais par exemple, aller vers le monde pour connaître plus le monde, pour parler. Ça m'a venu faire ici, m'a venu faire activité. C'est dit que nous pour guitare, nous sommes allés en plein air, nous sommes allés jouer guitare, nous avons fait guitare, nous avons réparé l'instrument. Une fois qu'on a enlevé ça, je sais qu'on va
On va retirer ce cercle. L'idée est venue de cet homme, Cédric Silis, lui-même en pleine préparation d'un diplôme d'éducateur spécialisé. C'est en observant le fonctionnement en milieu psychiatrique que ce projet a germé dans son esprit. Ça fait maintenant 18 ans que je suis dans ce milieu et j'ai vu par rapport à mon travail à l'hôpital beaucoup qui n'arrêtaient pas de revenir à l'hôpital pour manque de structure ou alors des structures qu'on ferme. Slam, musique, théâtre ou artisanat d'art, autant d'activités permettant à ces personnes souvent marginales de se recentrer et vaincre leur peur. Je suis venu ici pour mon pays à force là. Je suis frère aussi qui ici l'association à force là pour regarder comment nous avancer en l'air hauteur, réinsertion, échange de savoir, échange de compétences. Ici, les participants font en moyenne 20 heures d'activité. Certains produits peuvent être vendus sur les marchés. La musique aussi a son effet bienfaiteur. En tout cas, Cédric, nous passons un bel moment ensemble. Continuez de travailler là, bon force. Okay, et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours venir apporter votre aide à cette entreprise, association, elle le mérite bien. Vous voyez, le travail, c'est vraiment un travail d'humanité qui se fait ici. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres qui ont été développés. Spectaculaire incendie d'une maison la nuit dernière au Lamentin. Au lieu-dit quartier mêlé, une habitation est littéralement partie en fumée. Aucune victime à déplorer, mais la locataire a tout perdu, nous l'avons vu. Des seniors partent pour la première fois en vacances. Grâce à l'initiative de l'EHPAD Résidence Florée à Saint-Esprit, 8 pensionnaires passent 4 jours de détente à Sainte-Luce. Des vacances à la rentrée, il n'y a qu'un pas pour de nombreuses familles. L'heure est à la réinscription de leurs enfants à la cantine et en garderie. La Caisse des écoles de Fort-de-France vient de réouvrir ses services, nous l'avons vu. Gros plan dans le journal sur 2 nouveaux sports nautiques stars de ces vacances. Depuis leur arrivée aux Anses d'Arlé, le step paddle et le pédalo à assistance électrique font fureur. Enfin, ce soir, nous avons reçu Imanié Dalila Daniel. L'auteur nous a présenté son premier roman, Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres. Tiré d'une histoire d'amour vraie entre 2 esclaves, nous sommes revenus sur un pan de notre histoire 10 ans avant l'abolition de l'esclavage. Dans quelques instants, ne manquez pas la rediffusion de votre destin d'outre-mer. Ma mère a disparu tragiquement. Vous avez ensuite rendez-vous à 20h avec le magazine Côté Ciné, suivi de l'émission d'Arthur, Dream Company. Quant à moi, écoutez, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même place. Très belle soirée sur ATV, à demain.